Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire. Bien content de vous retrouver en cette dernière semaine de saison régulière et justement ce podcast, on va pas tourner autour du pot, va grandement en parler. Avant de commencer bien entendu le petit instant promo, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux en tant que le Homera et bien sûr cet épisode et tous les précédents sont disponibles sur toutes vos plateformes de podcast d'écoute préférées ainsi que sur YouTube. On va pour y aller, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Allez, c'est parti. Donc, comment je vais découper cet épisode ? Ça va être très simple. On va regarder les classements de chaque conférence à l'heure actuelle, pour les grosses conférences bien entendu, et on va parler en fait des enjeux de ce dernier week-end, de cette dernière semaine de compétition en termes de saison régulière. Et on va commencer par la SEC. Alors, il y a beaucoup de choses à regarder en SEC. On a des équipes qui font partie normalement des favorites, qui sont dans des draps assez, on va dire, complexes. Je pense notamment à un match-up, à une match-up entre Tennessee et Arkansas. C'est donc la dernière série pour ces deux équipes face à l'une et l'autre des prétendantes au titre SEC au début de la saison. Là, c'est plus le cas en termes de saison régulière encore une fois. Par contre, ce qui est important de noter, c'est que les deux équipes ont des dynamiques très compliquées quand on regarde bien au détail. Arkansas, ils ont perdu 4 des dernières 5 séries qu'ils ont disputées. Tennessee a perdu 5 des dernières 6 séries qu'ils ont disputées. Et donc, Arkansas et Tennessee se retrouvent du côté d'Arkansas. Il y a beaucoup de choses à noter. Il y a toujours cette idée de rester en course pour pouvoir être haute au niveau du tournoi national. Puisque là, je vous le dis à l'avance, ces deux équipes seront sélectionnées parmi les 64 équipes, sauf incompréhension générale. Elles ont quand même des bilans qui restent positifs. Arkansas est deuxième. Alors je disais que Arkansas ne peut plus être champion, mais c'est faux en fait. Arkansas, en fonction de ce que Texas fait, parce qu'à l'heure actuelle, Texas qui vient de se faire sweeper justement par Arkansas, puis ensuite a perdu à domicile face à Florida, est en 20-7. Tandis qu'Arkansas est en 18-9 et LSU est en 17-10. Donc ces trois équipes-là se battent en fait pour le titre de champion de SEC en termes de saison régulière. Texas a clairement la main parce qu'ils ont 2 matchs et 3 matchs d'avance. LSU, leur seule façon de gagner, c'est que Arkansas perde la série face à Tennessee et que Texas se fasse sweeper. Du côté d'Arkansas, une défaite de série de Texas pourrait suffire. Si eux, soit ils sweepent Tennessee, soit alors Texas se fait sweeper et ils remportent la série face à Tennessee. Mais dans tous les cas, au-delà de ce titre plus qu'honorifique, c'est quand même un titre important de SEC en termes de saison régulière, ce qui est important pour Arkansas et justement pour Tennessee, c'est de retrouver des certitudes, se rassurer, puisqu'ensuite ça va s'enchaîner très rapidement, on va avoir ensuite le tournoi du côté de Hoover, le tournoi de SEC, et ensuite on aura le Selection Sunday qui va sélectionner les 64 équipes, et le tournoi national qui va commencer dès début juin. Je veux dire, ça s'enchaîne très rapidement en fait. Donc là encore une fois, cette dernière série pour Arkansas et pour Tennessee, c'est l'occasion de se rassurer s'il le faut. Pour Tennessee, ça peut aussi avoir un impact sur leur capacité à être un autre ou être certainement un two seed, et donc ne pas être haute. Pour Arkansas, ils devraient quand même réussir à être haute du fait de leur bilan au global. Maintenant, ils peuvent assurer une place dans le top 8 des équipes de la nation et avoir encore plus de facilité en termes de parcours d'ici à Omaha, puisqu'on sait très bien que pour ce genre d'équipe, l'objectif c'est Omaha. Donc Tennessee-Arkansas, c'est la première série qu'il faut regarder avec une grande attention du côté de la SEC. L'autre série à regarder, on va pas tourner autour du pot, c'est la série qui voit en fait s'affronter Texas A&M et Georgia. Pourquoi ? Georgia, très bonne saison, saison d'après Charlie Condon, ça s'est très bien passé grâce justement à un joueur comme Ryland Zaborowski qui a été vraiment une très belle surprise du côté de Georgia. Du côté de Texas A&M, on va directement aller de leur côté parce que c'est eux qui sont en fait l'équipe sur laquelle on se pose le plus de questions. Je vous donne déjà leur classement. Déjà, ils sont vers la fin du classement SEC, puisque derrière eux, il n'y a que South Carolina et Missouri.
Et justement, Missouri était du côté de Texas A&M ce week-end. Si vous vous rappelez le dernier épisode, je vous avais dit que Texas A&M, en remportant la série, ils avaient remporté LSU à LSU, alors que faut savoir, ils ont quand même battu donc Arkansas, LSU et Tennessee, c'est-à-dire les trois, parmi les trois meilleures équipes de la SEC, dont deux qui sont parmi les équipes de tête. On s'est dit Texas A&M maintenant est en bonne position, puisqu'on avait imaginé qu'ils allaient au moins remporter la série face à Missouri et ensuite tenter, même s'ils perdent la série face à Georgia, de grappiller un match. Ce qui aurait normalement, en termes de calcul, permis à cette fac de pouvoir être sélectionnable pour le comité, par le comité de sélection pour le tournoi national. Le problème, c'est que Texas A&M, cette saison, ils ont décidé de se mettre eux-mêmes des bâtons dans les roues, puisqu'ils se sont fait tout simplement sweeper par Missouri, à domicile qui plus est, sachant que Missouri, avant justement ce sweep, était en 0 victoire, 24 défaites en SEC. 0 victoire, 24 défaites. Texas A&M a complètement lâché prise au pire des moments, et là il se retrouve avec un bilan de 10-17. Ça ne veut pas dire que tout est perdu, mais ça veut dire que justement cette série face à Georgia, qui devait être juste un moyen de grappiller un dernier match pour assurer leur place parmi les 64 équipes normalement pour la sélection du tournoi national, là ça revêt un intérêt plus que particulier, parce qu'il va falloir non seulement qu'ils gagnent la série, qu'en plus de ça, il va falloir regarder aussi un peu le jeu des chaises musicales, puisque Missouri venait avec un RPI très faible. Donc quand, et je le rappelle, une équipe avec un RPI très faible vous bat, ça vous fait très mal en termes de RPI. Je pense qu'actuellement, Texas A&M, ils ont chuté dans la cinquantaine en termes de RPI, peut-être 52, 53. Donc là, actuellement, si on calcule par rapport à ce qu'on a vu les années précédentes, etc., même s'il y a toujours une part de subjectivité, on va dire, tout n'est pas que métrique au niveau du comité de sélection. Normalement, à l'heure actuelle, Texas A&M est au mieux dans la bulle. Voilà. Peut-être même dans le first four out, même pas dans le last four in. C'est-à-dire dans les premières 4 équipes qui ne sont pour l'instant pas sélectionnées. Donc, à charge pour eux de rattraper, rectifier le tir et rattraper le coup face à une équipe de Georgia qui va certainement vouloir déjà tout simplement gagner une série SEC de plus. Eux qui sont, je pense, en 16-11, donc ils n'ont rien à jouer, ils sont bien placés, mais ils ne peuvent pas briguer ce titre de saison régulière. Ils ont 4 matchs de retard sur Texas. Donc, la chance pour Texas A&M, ça serait que Georgia, puisqu'ils ont eu aussi pas mal de petits pépins physiques, je parlais de Zaborowski, justement, ils espèrent le récupérer en santé. Mais peut-être que Georgia va lever un peu le frein, appuyer un peu sur le frein plutôt, lever un peu le pied, et ça pourrait aider Texas A&M à se rattraper de cette grosse, on va dire, entre guillemets, erreur. S'ils étaient professionnels, on parlerait presque de faute professionnelle, si on veut comparer à d'autres expressions sportives, puisque là, vraiment, encore une fois, personne n'avait vu venir cette défaite face à Mizzou. Donc c'est clairement la deuxième série que moi je vais regarder du côté de la SEC. La troisième série, bien entendu, ça concerne l'équipe qui est en tête, Texas, qui a l'occasion d'être champion de saison régulière de SEC pour sa première saison en SEC. Il faut quand même se rendre compte de la dinguerie. Et en plus de ça, ils vont disputer ce droit à être champion en termes de saison régulière face à leur rival, face à Oklahoma. On a un Red River Showdown pour la dernière série de saison régulière qui pourrait voir Texas être couronné champion de SEC en termes de saison régulière. Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est du cinéma un peu. Il faut se rendre compte de la folie. Bien sûr, pour Oklahoma, l'idée va être de les empêcher. C'est un rival. C'est aussi pour Oklahoma le temps de se rattraper et de se remettre en position de pourquoi pas être une équipe sélectionnée parmi les autres. Puisqu'il faut le savoir, Oklahoma fait partie aussi des perdants du week-end dernier parce qu'ils se sont fait sweeper à Kentucky. En faisant ça, forcément, ils ont diminué leur chance tout simplement de pouvoir être une équipe haute, là où normalement, eux, ils sont quand même bien sûr sélectionnés parmi les 64, normalement, sauf Cataclysme, ça devrait le faire. Mais voilà, donc Oklahoma face à Texas, pour pourquoi pas voir Texas terminer champion, ça ne veut rien dire, champion de SEC, ça vaut forcément le détour, et c'est la troisième série que je vais regarder en priorité en SEC. Après, bien sûr, il y a d'autres séries très intéressantes. Si on veut regarder, il y a Alabama à Florida, des équipes qui sont vraiment en bonne position. Alabama a justement gagné une grosse série face à Georgia et ça les aide pour pourquoi pas être haute. Mais surtout, Florida, attention.
Florida, il pourrait commencer à être dans la discussion des autres, parce que sur les derniers 15 matchs, donc les dernières 5 séries de SEC, ils sont en 13 victoires, 2 défaites. Je pense qu'il n'y a pas une autre équipe aussi chaude que Florida en ce moment dans la nation, tout simplement. J'allais dire en SEC, mais même au global dans la nation. Donc on va voir ce que les coéquipiers de Liam Peterson vont pouvoir faire face à Alabama. Mais voilà, c'est un match-up aussi qui est intéressant en termes de stars. Je rappelle qu'il y a quand même des Justin LeBron côté Alabama. Côté Florida, il y a toujours cette génération, les Heyman, les Curland, j'ai pas tous les noms en tête, mais etc. Il y a les transfuges comme Blake Sear, etc. Donc il y a du beau monde, du gros monde de chaque côté. Je dirais en termes de momentum, Florida paraît favori. Mais attention à Alabama. Alabama a quand même une place à jouer, on va dire un spot en tant que hôte à sécuriser, alors que Florida, pour l'instant, ils partent d'un peu plus loin malgré le fait qu'il soit chaud. Le début assez catastrophique de leur calendrier SEC et leur RPI risque d'être un peu un bâton dans leur roue pour pouvoir être hôte. Maintenant, ils gagnent la série face à Alabama. Attention, ils sont clairement dans la discussion pour être hôte. Je vois pas le comité ne pas les mettre dans la discussion. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont être hôtes, mais en tout cas qu'ils vont faire partie des considérations. Donc voilou. Bien sûr, il y a Auburn à Ole Miss. Ce sont deux équipes qui sont très intéressantes. Surtout Auburn. Auburn a quasiment sécurisé pour moi sa place parmi les équipes hautes. S'ils arrivent à gagner à Ole Miss, ça serait carrément une place, pourquoi pas, dans le top 8. Kentucky à Vanderbilt, Kentucky a quelque chose à jouer, puisque Kentucky a sweepé Oklahoma, donc il devrait, si ça se passe pas trop mal à Vanderbilt, sécuriser une sélection parmi les 64 équipes de la nation. Mizzou accueille Mississippi State. Mississippi State a toujours quelque chose à jouer puisqu'ils ont gagné leur... Alors je pense qu'ils ont sweepé une série, ils ont gagné l'autre série, donc ils ont 5 victoires sur les 6 derniers matchs. Et du coup, ils sont toujours en course pour pouvoir être sélectionnés, malgré un bilan toujours à la limite du négatif. Donc s'ils finissent vraiment fort à Mizzou, il y a moyen de voir Mississippi State sélectionné. LSU à South Carolina, LSU peut encore remporter le titre, c'est le seul pour moi intérêt de cette série, parce que South Carolina n'a rien à jouer, très clairement. Voilà pour la SEC. On va passer maintenant à la ACC, là où il y a encore beaucoup plus de suspense en tête, puisque pas mal d'équipes peuvent encore prétendre au titre de champion ACC en termes de saison régulière. Je vais les citer. En tête actuellement, on a Florida State en 16 victoires, 8 défaites. Ensuite, on a NC State, 16 victoires, 9 défaites. On a Georgia Tech en 17-10. North Carolina en 16-10. Et ensuite, je vais laisser Duke de côté, même si en termes de classement, ils sont devant. Mais on a UVA en 14-10. Donc, entre Florida State et UVA, il n'y a que 2 défaites d'écart. Tout simplement. Duke est aussi dans le mix puisqu'ils sont en 16-11. Maintenant, pour Duke, il faudrait carrément, pour être champion tout seul, je parle, attention, après on peut avoir des champions ex-aequo, ça arrive en saison régulière, quelles que soient les conférences. Mais pour être champion tout seul, il faudrait quand même pas mal de choses qui se passent en même temps pour eux. Donc voilà, UVA, North Carolina, Georgia Tech, NC State et Florida State vont en fait, entre guillemets, se battre pour le titre de ACC. On pourrait bien sûr voir des champions ex-aequo, mais c'est clairement la donne qu'on va retrouver ici. Il y a des équipes qui ont beaucoup à jouer au-delà de ça, je pense notamment à UVA. UVA s'est remis dans la course, pourquoi pas avoir un access-it au niveau du tournoi national, malgré un début de saison catastrophique. Là actuellement en bilan global, ils sont en 30 victoires, 16 défaites. Ils ont un bilan de 14-10 dans la conférence. Ce qui les a aidés notamment, c'est d'aller gagner à Georgia Tech et d'ensuite de sweeper Miami. Ça a fait beaucoup de bien à l'équipe de Charlottesville. Je sais pas pourquoi chercher le nom de la ville. Bref. Et en tout cas, il va falloir en fait confirmer une dernière fois, faire un dernier effort pour s'assurer via la saison régulière un access-it normalement indiscutable. Pour Florida State, qui est en tête actuellement, il y a plus que ça en jeu. Il y a l'idée de terminer pourquoi pas top 8 de la nation, et en étant top 8, ça vous aide en termes de tableau bien sûr pour le tournoi national, déjà en tant que hôte, mais ensuite en termes de chemin pour arriver à Omaha. NC State, Georgia Tech, pour moi ce sont des équipes qui ne seront peut-être pas hautes. Enfin, ça me paraît difficile de mettre vraiment dans la discussion d'être haute. Attention à NC State parce que je sais qu'il y a aussi ce côté de bon résumé en général.
Mais par contre, North Carolina a aussi cette idée d'être haute. Ils sont très bien placés pour ça. Hein. Ils ont un très bon RPI, ils ont un très bon bilan, et s'ils arrivent à faire le push nécessaire pour terminer avec une victoire de série seulement, sans être forcément champion de ACC, leur résumé sera normalement assez solide hein, pour pouvoir être haute hein, lors du tournoi national. Donc en termes de série, déjà la première série qu'on va regarder c'est un derby, c'est Virginia qui se déplace à Virginia Tech. Trajectoire opposée pour ces équipes-là, puisque Virginia Tech avait très bien commencé, on parlait de cette équipe-là, pourquoi pas, s'ils continuent à grappiller en début de saison, à être dans la discussion d'être haute. Là actuellement ils sont 11 victoires, 16 défaites, donc c'est beaucoup plus difficile, ils sont en 29-22 global, et là très clairement ils sont même pour moi en dehors ou à la limite, hein, peut-être pourquoi pas dans une bulle, hein, d'être sélectionnable pour le tournoi national. Donc pour eux, va falloir finir fort, hein, pourquoi pas réussir à sweeper UVA pour pouvoir espérer. Sans sweep, mais qu'ils battent UVA, ça pourrait aussi les aider à être dans la discussion au moins d'être sélectionnable. Pour UVA, comme je l'ai dit, là il faut assurer en fait. Il faut vraiment aller remporter cette série du côté donc de Blacksburg face au rival pour pouvoir assurer non seulement sa place de manière définitive dans le tournoi national, mais également commencer à lancer des conversations un peu plus délicates. Peut-être pas, j'ai presque envie de dire pourquoi pas d'autres, ils paraissent partir de très loin, mais pourquoi pas, on sait jamais. En tout cas, s'ils pouvaient mettre un peu de doute dans les têtes du comité, ça serait vraiment pour le mieux pour eux. L'autre principale série à suivre, c'est bien entendu North Carolina qui se déplace du côté de Tallahassee, donc face à Florida State. Deux équipes qui peuvent encore être championnes, des équipes qui peuvent être hautes, deux équipes qui peuvent même faire partie du top 8 hein, de la nation à l'orée du tournoi national. Donc voilà, grosse match-up. Florida State accueille, Florida State a 2 matchs d'avance sur North Carolina, donc Florida State paraît avoir le plus de chances, bien sûr, mathématiquement parlant. Oui, ça doit être français. Mais attention à North Carolina qui est pour moi sur le papier la meilleure des 2 équipes. Sur le papier. Une dernière série, après je vais juste vous énoncer les autres, mais une dernière série à noter, c'est quand même Georgia Tech qui se déplace du côté de Duke. Duke, comme j'ai dit, ils ont un bilan particulier, ils sont en 16-11. Donc à moins d'un effondrement de Florida State, mais un effondrement de Florida State voudrait dire aussi que North Carolina sweep Florida State, et du coup ils seraient champions devant Duke puisqu'ils ont une victoire, enfin une défaite de moins en tout cas. Bref, donc je pense que pour Duke ça paraît râpé en fait, c'est pourquoi je l'avais mis dans une zone à part. Mais en tout cas pour Duke, l'occasion de finir vraiment fort en gagnant la série à domicile face à un autre concurrent pour le tournoi national, c'est Georgia Tech. Et je pense que Duke, avec une victoire de série, pourrait aussi commencer à faire tourner des têtes en termes de haute potentiel. Pour Georgia Tech, on sait jamais. Un sweep de Duke pourrait les mettre aussi dans cette conversation, mais eux, pour le moment, je pense qu'ils ont beaucoup moins de choses à jouer, si ce n'est au moins récupérer un match, même s'ils perdent la série, pour pouvoir s'assurer quand même toutes les chances possibles, que ce soit en termes de RPI, en termes de bilan global, en termes de ce que l'on peut voir, pour pouvoir faire partie des 64. Les autres séries, on a Boston College face à Cal, des équipes qui sont plutôt en bas de classement. On a Clemson qui se déplace du côté de Pitt, et Clemson va vouloir quand même remporter cette série pour pouvoir se remettre d'aplomb, hein, parce que depuis que j'ai parlé d'eux en bien, ils sont en train de dégringoler, et alors qu'on parlait d'eux dans un top 4, ou au pire top 8, là actuellement ils sont en dehors des places pour être hautes, quasiment. Donc là l'idée c'est de remporter la série de manière convaincante à Pitt pour se remettre dans la discussion des équipes pouvant être hautes. Stanford se déplace du côté de NC State. Stanford, ça a été très compliqué cette saison malgré un début très intéressant. Une autre série sympa, c'est une série d'outsiders, on va dire, c'est Wake Forest et Louisville, 2 équipes qui pourraient et devraient se retrouver dans le tournoi national, mais c'est intéressant pour ces 2 équipes de se jauger et d'assurer clairement leur chance en remportant cette série. On a donc parlé de UVA à Virginia Tech et de North Carolina à Florida State. Il y a une série qui est très intéressante à ne pas sous-estimer, c'est Miami qui accueille Notre-Dame. Miami s'est bien replacé dans la course au 64. Notre-Dame, ça paraît un peu compliqué en termes de RPI et en termes de bilan ACC, mais Notre-Dame est en train de faire une saison très intéressante, au-delà des espérances, hein, ils sont en 12-15 à l'heure où je parle. Donc Miami ne doit pas les sous-estimer. Miami doit gagner cette série, s'assurer une place dans les 64. Notre-Dame, je pense que ça paraît un peu compliqué pour être dans les 64, même s'ils gagnent la série. Après, s'ils sweep Miami, qui font un très bon parcours en tournoi ACC, peut-être, mais même là ça me paraît... En tout cas ils partent d'assez loin, c'est ça que je veux dire.
Mais voilà, ce n'est pas une série à sous-estimer pour Miami et c'est clairement le moment pour eux de sanctionner et de confirmer le beau redressement après un début de saison difficile puisque c'était beaucoup de nouveaux joueurs, on a régénéré l'effectif par des transferts, par de la jeunesse. Ça a mis du temps, on avait eu un Daniel Couvet qui a été beaucoup plus discret que ce qu'on imaginait en termes statistiques parce qu'après en termes de leadership il a été là. En tout cas, Miami a toutes les clés en main, toutes les cartes en main pour pouvoir faire quelque chose et je finis là pour la ACC. On va faire une petite pause, une petite respiration avant de continuer ce podcast. Passons maintenant à la Big Ten, puisqu'il y a des choses très importantes à regarder. À l'heure où j'enregistre, Iowa est toujours en tête, d'une courte tête face à UCLA. Oregon suit en troisième position, et donc ça va se jouer entre ces trois équipes pour le titre. USC, en ayant perdu la dernière série, donc ce week-end, est hors course. Ils sont en 17-10 actuellement, alors que Iowa est en 21-6. Le calcul est simple, il ne reste que 3 matchs, donc forcément ils sont hors course. Mais chacune des équipes que je viens d'énoncer, elles ne sont pas hors course pour pourquoi pas avoir un bon résumé pour un bid at large. On parle toujours, vous le savez, pour l'instant de bid at large, puisque les bids automatiques vont se donner par rapport aux vainqueurs de conférence, mais vis-à-vis du tournoi de conférence, pas de la saison régulière. Et donc forcément il y a une série un peu fateful, entre guillemets, qui va opposer Iowa justement à Oregon, donc le premier face au troisième. Les deux équipes peuvent remporter le titre, mais tandis qu'Oregon joue clairement une possibilité d'être haute, et là en ce moment ça se passe de mieux en mieux, parce qu'au niveau du RPI, il faudrait que je revérifie ça, mais il commence à avoir un RPI qui peut normalement leur donner la possibilité d'être haute. Je remonte, oui. En ce moment, Oregon a le RPI 19 de la nation. C'était un peu le problème qu'on voyait avec eux en début et milieu de saison, c'est que le RPI était assez bas par rapport aux performances qu'ils nous proposaient. Mais maintenant, même les métriques sont de leur côté. Donc, à moins d'un effondrement face à Iowa, et on va y revenir dans 2 secondes, Oregon a toutes les cartes en main pour pouvoir, pourquoi pas, être dans le top 16, c'est-à-dire en fait tout simplement un autre. Le seul truc, c'est qu'il va falloir quand même être sérieux face à Iowa, parce que Iowa est actuellement en tête de la Big Ten et bravo à eux, mais dû à la faiblesse de leur calendrier, ils se retrouvent, puisque notamment hors conférence, ils n'ont pas battu des foudres de guerre, et puis la conférence est assez basse cette saison, si on occulte un peu les équipes qui sont venues de la Pac-12 pour renforcer la Big Ten. Eh bien, Iowa actuellement, je pense qu'ils sont 65e en termes de RPI, donc Iowa, très clairement, là, à l'heure actuelle, ils sont en dehors de la zone de flottaison pour pourquoi pas avoir un bid at large, malgré leur très bon bilan. La clé pour Iowa, en fait, va être tout simplement de battre. Pourquoi pas de sweeper, mais ça va être compliqué, mais en tout cas de battre Oregon pour pourquoi pas immiscer leur nom dans ce Field of 64 que le comité de sélection va devoir finir par annoncer dans 2 semaines. Ce n'est pas chose aisée quand on voit les deux effectifs, les équipes, notamment Oregon avec Mason Neville qui fait une saison Golden Spikes, et puis Jacob Walsh aussi, l'un des leaders d'Oregon, sont très très forts. Ils sont surtout les leaders d'un line-up qui est très imposant. Pour la Big Ten, on a l'impression que c'est déséquilibré. On sent que Oregon, comme je le disais assez souvent, ne lâchait même pas les chevaux, et ça leur a valu quelques petites mésaventures, et c'est ce qui fait aussi que leur RPI était assez bas pendant un moment, puisque encore une fois la Big Ten n'est pas assez élevée en termes de métriques. Donc pour Iowa, l'équation est simple: remporter la Big Ten en saison régulière pourrait les aider, mais même ça pourrait ne pas être suffisant. Et il risquerait peut-être de devoir également faire un bon parcours lors de tournois de Big Ten. Bien sûr, s'ils le remportent, là il n'y aura plus de questions parce que ça serait un bid automatique. Par contre, s'ils font un bon parcours en étant également champion de la Big Ten en termes de saison régulière, peut-être qu'il serait un nom à considérer en termes de bulle. Surtout que là, en battant Oregon, ils battraient quelqu'un qui a un RPI très haut, ce qui pourrait leur permettre d'augmenter un peu leur RPI. Par contre, dans l'autre sens, ça pourrait vraiment faire dégringoler Oregon en termes de RPI s'ils perdent face à Iowa. Donc vous comprenez maintenant le côté fateful encore plus de cette équation, de cette série entre 2 prétendants au titre de saison régulière.
Entre les deux, on a UCLA qui a une carte à jouer. UCLA actuellement, il faut que je revérifie qu'on appelle ça leur RPI, mais je pense que c'est le meilleur RPI de toutes les équipes que je viens d'énoncer, puisqu'ils sont actuellement avec le RPI numéro 10 de la nation. Donc c'est le meilleur RPI de Big Ten, ils ont 9 positions d'avance sur Oregon. Et UCLA, je regarde contre qui il joue contre Northwestern, et il joue à domicile contre Northwestern. Donc là, c'est une série, ils ne doivent pas faire de bêtises, ils doivent vraiment tout donner pour remporter la série. Pourquoi pas le sweep, puisque avec un sweep, à moins que Iowa remporte la série face à Oregon avec un sweep, UCLA serait seul champion. Maintenant, même sans un sweep, il pourrait être champion. Tout dépendra du résultat entre Oregon et Iowa. Mais UCLA a une carte à jouer pour pourquoi pas être haute. Là, ils sont très bien placés. En finissant le boulot, en terminant vainqueur face à Northwestern, ça devrait leur permettre d'assurer quasiment une place en tant que haute, ou en tout cas d'être dans la discussion, mais vraiment parmi les équipes où on a le moins de doutes. Voilà pour UCLA. Maintenant, la dernière équipe sur laquelle je vais insister quand on parle de Big Ten, très clairement pour moi c'est USC. USC a fait une énorme saison. Le problème pour USC, il faudrait que je retrouve leur RPI. Leur RPI actuellement il est de 45. Donc ils ont un RPI de 45. Il faut qu'ils remportent la série face à un autre ancien de Pac-12, c'est Washington. Washington aussi qui fait une très belle saison Big Ten. Pour le coup, Washington, leur problème c'est plutôt hors conférence, un calendrier hors conférence, et du coup leur leur bilan déjà n'est que de 26-24, alors qu'en Big Ten, leur bilan est quand même bien plus intéressant. Ils sont actuellement en 15-12. Et surtout en termes de RPI, ils ont le 73e RPI du pays. Donc USC a vraiment plus à perdre qu'à gagner. C'est-à-dire qu'en gagnant, ils vont pas forcément augmenter beaucoup leur RPI. Par contre, en perdant, là, c'est quasiment sûr qu'ils dégringolent et ils pourraient même être en dehors de toute éventuelle discussion pour un bid at large. La Big Ten n'a pas une grosse conférence telle qu'on peut dire qu'il y aurait 5 ou 6 représentants maximum. Mais grâce à l'afflux de ces équipes Pac-12, on pourrait imaginer 3 voire 4 équipes, en comptant bien sûr le bid automatique, qui pourraient se qualifier via cette conférence. Et tout va dépendre en fait de USC, de leur côté, est-ce qu'ils vont être capables de gagner la série à Washington pour pouvoir continuer à être dans cette discussion, pourquoi pas dans la bulle, peut-être même un peu plus safe que la bulle en remportant, pourquoi pas en sweepant même Washington. Donc c'est là tout l'intérêt de cette série face à Washington. Michigan a un meilleur RPI. Michigan, ils ont actuellement 56e en termes de RPI. Ils ont aussi un très bon bilan, 32-19. Michigan joue face à Indiana. Ils accueillent Indiana d'ailleurs. Indiana qui était un des favoris qui a quand même pas mal déçu. Indiana actuellement, ils ont le 70e RPI du pays. Ils sont en 29-22, malgré pourtant des très bons joueurs, notamment bien sûr Devin Taylor. Mais bref, on n'est pas là pour parler d'Indiana. Michigan, c'est peut-être la dernière équipe, mais avec une astérisque. Pour l'instant, moi, je ne les vois pas être en discussion pour un bid at large. Pourquoi ? Parce que le RPI est pas si bon que ça. S'ils battent Indiana, ils vont pas forcément augmenter de ouf le RPI, parce qu'Indiana a un RPI au niveau de la position 70. Ils ont plus à perdre qu'à gagner, un peu à la USC. Ils sont quand même... ils partent en plus de plus loin que USC, en fait, c'est ça que je voulais dire. Donc, Michigan, c'est une astérisque, on ne sait jamais. Voilà, parce que ça peut être un programme qui fait parler en termes d'impression visuelle pour le comité de sélection, mais ça me paraît un peu juste. Donc vraiment, pour moi, Iowa a la clé pour pouvoir, pourquoi pas, proposer une conférence qui passerait de 3 à 4 membres lors du tournoi national. On verra bien après comment ça se passe, mais c'est un peu l'impression que j'ai en tout cas. Voilà pour la Big Ten. On va finir avec la Big 12. La Big 12 sur le potentiel est une conférence qui a plus de chances d'avoir vraiment plusieurs membres dans le tournoi national par rapport à une Big 10, mais je voulais finir par eux plutôt que par la Big 10 dans le sens où normalement le titre de saison régulière est quasiment joué. West Virginia est actuellement en 19-6 alors que Arizona State, son poursuivant, est actuellement en 18-9. C'est-à-dire qu'à moins que West Virginia se fasse sweeper à domicile face à Kansas et que Arizona State aille sweeper Oklahoma State à Stillwater, West Virginia devrait récupérer le titre de Big 12. West Virginia d'ailleurs qui, par rapport à sa saison, est l'équipe de Big 12 qui peut entre guillemets un tout petit peu encore espérer, pourquoi pas, c'est peut-être pas la seule, mine de rien, mais
on va parler d'eux d'abord et après on parlera de l'autre équipe qui pourrait. Mais West Virginia est une des deux équipes qui pourrait pourquoi pas s'immiscer dans la discussion pour être haute. Le problème c'est qu'ils ont perdu le dernier week-end et ça les a fait un peu plus dégringoler dans le RPI. Ils ont actuellement la 23e position de la nation en termes de RPI. Ils ont toujours un très bon bilan parce qu'ils font partie des équipes qui ont une quarantaine de victoires en saison hors tournoi de conférence et tournoi national, ce qui est quand même énorme. On imaginait avoir une saison un peu de transition et ce n'a pas été le cas. Donc bravo à eux dans tous les cas. Ils vont certainement, donc, comme j'ai dit, avoir le titre de saison régulière. Et pour eux, l'idée va être en fait de remporter la série face à Kansas pour augmenter, en tout cas ne pas diminuer leurs chances, puisque Kansas actuellement est le 34e RPI de la nation. Ce qui devrait malgré tout leur permettre d'être dans la discussion des 64 sélectionnés. Par contre, ils peuvent faire du mal à West Virginia en cas d'une défaite de série de West Virginia. C'est là où on a le principal fait à voir par rapport à une équipe qui pourrait être haute en Big 12. L'autre équipe qui, en termes de RPI, a plus de chances, mais après, en termes de calendrier, on va voir, c'est TCU. TCU, actuellement, ils ont le 16e RPI de la nation. Surtout, TCU, ils vont jouer à Utah. En allant jouer à Utah, en fait, ils ont plus à perdre qu'à gagner. Dans le sens où, s'ils remportent la série, même s'ils les sweep, bon, leur RPI ne devrait pas chuter, mais en tout cas, il ne va pas augmenter, puisque Utah, ils ont un RPI assez bas. Je suis en train de vérifier en même temps que je parle. Je suis en train de les chercher, je vois toujours pas là que je suis dans les 60 et quelques. Utah. Mes amis d'Utah, vous êtes où? Vous êtes loin apparemment. Vous êtes plutôt loin, plutôt très loin. Utah, ils ont le 117e RPI de la nation. Donc Utah a tout à faire perdre à TCU en fait. Parce que TCU ne gagnera rien à les battre, même à les sweeper en fait, en termes de RPI. Par contre, même si Utah prend un match, ça peut avoir des conséquences sur le RPI de TCU quelque part. Donc pour TCU, il y a cette chance, puisqu'ils ont actuellement, comme j'ai dit, un très très bon RPI. Ils ne remporteront pas le titre de Big 12 pour le coup, mais c'est un peu secondaire maintenant. Dans tous les cas, pour eux, il va falloir pourquoi pas aller sweeper Utah pour ne pas endommager encore plus leur RPI, et après espérer que le comité de sélection pense à ce genre de métriques encore plus pour eux spécifiquement, pour qu'ils puissent être hautes. Ensuite, on a les équipes comme Arizona State, Kansas, Cincinnati, qui devraient être dans la discussion, pourquoi pas être dans le tournoi national. Cincinnati notamment qui fait une très bonne deuxième partie de saison et qui est actuellement le 35e RPI de la nation. Ils jouent leur dernière série face à Kansas State qui faisait partie quand même des prétendants au début de la saison à mieux, on va dire en tout cas. Et pour le coup, ils ne font pas une mauvaise saison, attention, ils sont en 16-11, mais on va voir est-ce que Kansas State peut aussi entrer dans la discussion pour le Field of 64. Je suis en train de chercher leur RPI en même temps que je parle, donc je meuble un peu. Ils ont quand même un bon RPI, Kansas State. Ils sont 37e en termes de RPI, ils sont donc juste derrière à une ou deux positions de Cincinnati et à 3 de Kansas. Donc même Kansas State pourrait être dans la discussion des Field of 64. Ce qui fait quand même que, comme vous le voyez, en fait, rien qu'on compare par rapport à une Big Ten où je vous ai dit, il y a beaucoup moins de possibilités pour avoir plusieurs équipes. Là, à la Big 12, on pourrait retrouver 5, peut-être 6, peut-être même 7 équipes lors du tournoi national. Il y a une équipe dont je voulais voir un peu plus le RPI, c'est Oklahoma State. Oklahoma State a eu un début de saison catastrophique. Là, actuellement, ils ont le RPI 52 ou 53 de la nation, 52. Ils ont un bilan global de 24-22, donc même ça va pas les aider. En termes de Big 12, ils sont actuellement pile à l'équilibre. Et justement, Oklahoma State, on l'a dit, ils accueillent Arizona State. Et déjà, il va falloir sweeper Arizona State, ça c'est de 1, condition sine qua non. Malgré ça, si je regarde le RPI de Arizona State, ils n'ont pas un RPI beaucoup mieux, puisqu'ils ont le 41e RPI de la nation, donc c'est une dizaine de places au-dessus, mais ça va pas permettre à Oklahoma State d'avoir un super RPI, même en les sweepant, ils pourraient revenir dans la quarantaine, ce qui pourrait être juste pour être considéré dans une bulle ou quoi que ce soit, mais Oklahoma State va également devoir faire de très bonnes performances lors du tournoi de Big 12, peut-être même s'ils ne le remportent pas, aller le plus loin possible, pour espérer être dans la discussion pour le Field of 64. À l'heure actuelle, je les vois difficilement être dedans. Donc voilà pour la Big 12, j'ai pas trop de choses à dire, car encore une fois, comme on le sait en termes de classement, West Virginia devrait être champion. TCU ou West Virginia ont encore une chance, voire une infime chance pour West Virginia d'être haute.
Le reste, ça devrait se qualifier mais sans être haute, hein. Je pense à Kansas, je pense à Arizona, Kansas State pourquoi pas, Cincinnati également pourquoi pas. Pour le reste ça paraît trop faible et il faudra donc aller tout donner lors du tournoi de Big 12 et le remporter. Voilou, je vous ai décortiqué les principales conférences encore une fois. Je vais regarder pour finir, vous donner 2-3 informations sur un peu plus de mid-majors et voir un peu ce qui est à jouer, ce qui reste à jouer pour certaines mid-majors. Et ensuite on va pouvoir conclure cet épisode comme il se doit. J'arrive. On va commencer par la Sun Belt. La Sun Belt, les 3 premiers ont leur chance d'être tout simplement au tournoi national. Donc c'est-à-dire Coastal Carolina qui a même une chance d'être haute, puisqu'actuellement ils ont le 11e peut-être, non le 12e RPI de la nation. Ils sont également dans ces équipes qui ont plus de 40 victoires, ils en ont 41, ce qui est bien, hors je veux dire, tournoi de conférence et bien sûr tournoi national. C'est le meilleur RPI, si j'ai pas de bêtises, de toutes les mid-majors. Ouais, c'est ça. Puisqu'ensuite, on a UC Irvine qui est en 17. Donc, finissons avec la Sunbelt d'abord avant de parler de la Big West et notamment du UC Irvine. Pour la Sunbelt, Coastal Carolina a une claire chance d'être haute. On a ensuite Troy et Southern Miss. Alors, je cherche Southern Miss. Southern Miss, ils sont actuellement au niveau 30 de la nation en termes de RPI. Ils sont deuxième aussi du classement. Et Troy, de leur côté, ils sont au niveau 39. Donc eux, c'est là. Je veux dire, ils devraient aussi être potentiellement en at-large, mais ça devient un peu plus à la limite. Et pourtant, je pense qu'ils ont plus de chances. Enfin, ils ont des chances quand même. Pourquoi ? Parce qu'ils vont aussi regarder un peu ce qui s'est passé. Troy est invaincu en termes de série en Sunbelt. Et pourtant, ils n'ont que le 3e bilan. Mais pourquoi ? Parce qu'ils n'ont sweepé personne. Ils ont toujours gagné 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. Voilà, toute la saison, pour l'instant, ils ont gagné 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. Voilà une chose. Je regarde en même temps le calendrier pour voir contre qui ils jouent sur cette dernière série de conférences. Alors, Troy, j'ai bien fait de regarder, tiens. Troy joue face à Southern Miss. Et là, clairement, pour les deux équipes, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Pour moi, plus pour Troy que pour Southern Miss du fait de leur RPI. Mais par exemple, Troy bat Southern Miss en termes de série. Southern Miss aura certainement un bid at large, mais sera beaucoup plus limité. Ils seront peut-être pas loin de la bulle, ils resteront certainement safe, mais pas loin de la bulle. Par contre, Southern Miss bat Troy. Là, j'ai presque l'impression que Troy, malgré leur très grosse saison, serait directement dans la bulle. Ça ne veut pas dire qu'ils seraient éliminés, mais ils seraient un peu plus en discussion. Il faudrait, pourquoi pas, ne pas choke lors du tournoi de Sunbelt. Alors, avoir au moins peut-être une victoire, quoi, au moins. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas qu'ils soient éliminés dès le départ. Volley-volley pour la Sunbelt, parce qu'après, je regarde un peu, mais très clairement, on a ces 3-là. Et après, du fait des saisons un peu plus délicates que prévu des autres, je regarde par exemple si Louisiana a un RPI qui peut, pourquoi pas les sauver, mais je pense pas. Je pense pas. Louisiana. Je vois pas, je vois toujours pas. Je vois Louisiana Tech, mais pas Louisiana. Oh voilà. Louisiana n'a que le 104e RPI de la nation, et ça fait sens parce que avec leur calendrier hors conférence qui a été très délicat pour eux en termes de résultats, ils sont 4e de la conférence, ils sont en 15-12, ce qui est pas mauvais du tout. Par contre, en termes de bilan global, ils sont en 25-27. Donc eux, c'est mort. Eux, ils doivent remporter le tournoi de Sunbelt pour pouvoir se qualifier. Et c'est la seule équipe de Sunbelt qui aurait pu faire sens. Je remonte. Mais comme je l'avais dit dans plusieurs podcasts précédents, la Sunbelt a été très décevante en termes de résultats, et si ce n'est les 3 premiers, ça a vraiment dégringolé, et justement ces 3 premiers ont dû être sérieux, ne pas perdre des séries face au reste de la meute, pour garder un RPI quand même intact. Voilà pour la Sunbelt. J'ai envie de passer à la Big West. Big West, UC Irvine est en tête. UC Irvine, je pense, a déjà remporté derrière la Big West. Faudrait que je revérifie le classement actuel. Je le tape en même temps que je vous parle. Alors, Big West Baseball Standings. Ouais, vous voyez que cette partie mid-majors, c'est vraiment ce qui m'est venu par la tête à la fin, donc j'avais pas mes onglets déjà préparés. Vous avez un peu l'envers du décor. Mais regardons un peu ce qu'il y a pour UC Irvine.
UC Irvine, alors, ouais, UC Irvine, sauf catastrophe. Enfin, UC Irvine est déjà champion de Big West, mais ils peuvent être champions ex aequo avec Cal Poly. Cal Poly, c'est la belle histoire hein, de la grosse partie de la saison Big West. On avait aussi Hawaii, mais Hawaii, ça a lâché sur la fin, et du coup, Hawaii, malheureusement, il va falloir remporter le tournoi de Big West. Je pense que Big West est une des dernières conférences d'ailleurs qui a mis en place un tournoi. Hein. C'est très récent. Et du coup, pour moi, UC Irvine, c'est un lock. UC Irvine a une petite chance d'être, pourquoi pas, haute. Le RPI, le 17, va falloir encore, voilà, ne pas... En fait, pour eux, c'est un peu comme pour beaucoup de mid-majors, quand vous êtes en tête, c'est ne pas déconner, en fait. Vous êtes attendu à gagner, gagner, tout simplement. Pour pouvoir encore avoir une chance d'être haute. Là, on parle vraiment d'être haute. Ils accueillent Cal State Fullerton qui a quelque part est revenu tel un phénix hein, sur la deuxième partie de saison Big West, puisqu'actuellement ils sont troisième alors qu'ils avaient très très mal commencé. Ils sont troisième en 17-10. Bien sûr, à part Cal Poly, personne d'autre ne peut rejoindre UC Irvine, mais UC Irvine a beaucoup à perdre face à Cal State Fullerton. Donc, à UC Irvine de rester sérieux et de conclure l'affaire comme il se doit pour pouvoir se donner une mini chance d'être haute. Le reste, hein, comme j'ai dit, ça va être trop compliqué. Pour l'instant, c'est un one bid league. À voir si une équipe différente de UC Irvine remporte le tournoi de Big West pour avoir pourquoi pas deux équipes. Mais ça me paraît compliqué. Je revérifie juste Cal Poly pour être sûr. Hein. Peut-être que j'ai une bêtise, mais Cal Poly, vous êtes où mes amis mes amis de Cal Poly en termes de RPI, je ne les vois pas dans la trentaine. Ils sont 44e en termes de RPI. C'est pas rédhibitoire. C'est pas rédhibitoire, pour moi ils sont en mode bulle en fait, très clairement. Mais pour le coup, Cal Poly va falloir faire voilà, un très bon résultat face à UC Riverside, et c'est dans leur capacité. Hein. S'ils arrivent même à sweeper UC Riverside, parce qu'encore une fois le problème c'est que c'est l'adversaire. L'adversaire a un RP beaucoup plus faible, et donc ils peuvent que vous faire du mal. Vous n'allez rien gagner à les battre, mais vous avez tout à perdre perdre face à eux. Donc si Cal Poly fait de très bonnes performances face à UC Riverside, remporte la série minima, voire les sweeps, il devrait être quand même dans la discussion en termes de bulles pour pourquoi pas être sélectionné en at large. Et si c'est le cas, et si ni Cal Poly ni UC Irvine ne remportent la Big West, on pourrait peut-être avoir une ligue à 3 équipes avec le bid automatique plus ces deux équipes là. C'est quand même pas mal de si, donc pour l'instant c'est plutôt une conférence en tout bid plutôt. Donc c'est-à-dire potentiellement UC Irvine, Cal Poly, mais en tout cas tout bid league. Celui qui va remporter le tournoi de conférence plus UC Irvine, très clairement. Ensuite, la Big East est intéressante dans le sens où je vais sortir le classement en même temps, mais je sais qu'il y a Xavier qui a un très bon RPI, donc je tape Big East Baseball Standings pour voir où ils en sont également en termes de standings. Yukon est jamais très loin, il faudrait que je revérifie leur RPI, mais Yukon et Xavier sont quand même... elles se suivent d'ailleurs. Xavier actuellement le 42e RPI de la nation, et Yukon le 43e. Yukon a l'avantage d'autant plus qu'ils sont actuellement en tête de la Big East. Ils sont actuellement en 17-4, et Creighton, qui a fait une excellente saison, est en 14-4. Creighton peut partager le titre de Big East en termes de saison régulière s'ils font un sweep, s'ils réussissent un sweep sur ce week-end. Et je regarde en même temps le calendrier pour vous dire justement c'est quoi un peu les match-ups. Ça serait beau qu'on ait un Yukon par exemple Creighton. Non, ce n'est pas le cas. Xavier a quand même pas mal de choses à regarder, puisque Xavier va jouer face à Penn State. Donc c'est pas si facile que ça, c'est du hors conférence pour le coup. Il y a que Creighton qui a entre guillemets quelque chose à jouer en termes de prestige en rattrapant Yukon, tout simplement. Par contre en termes de RPI, Creighton ils sont où? Creighton, où êtes-vous mes amis? Ils sont 54e, donc ça paraît compliqué pour un bid at large. Donc clairement pour l'instant on a deux équipes potentielles, Xavier et Yukon, sachant que les deux sont à la limite en termes de bid at large, et donc pour moi ça serait une 2 bid league au maximum, le vainqueur de Big East en termes de tournoi automatique, et certainement Yukon ou Xavier. Ça pourrait être 3 si vraiment le comité, ça serait un peu un comparo en fonction de par exemple ce que fait un Troy, est-ce qu'ils vont chuter, ce que fait un Western Kentucky en conférence USA, est-ce qu'ils vont chuter, UTRGV également, est-ce qu'ils vont chuter. Donc ça va dépendre un peu aussi des autres en fait pour le coup en termes de mid-majors, pour voir s'il y en a 2 ou 3. Pour moi c'est 2, peut-être 3.
Et au lieu d'aller dans les autres conférences, on va directement regarder les équipes qui y sont. Je pense que UTSA, qui a remporté déjà l'American, devrait y être, puisqu'ils ont aussi le 20e RPI de la nation. Ils pourront pas être hautes pour le coup. DBU aussi un peu loin pour être haute à mon avis. Ils ont le 21e RPI de la nation, ils sont en conférence USA, donc on pourrait avoir 2 à 3 équipes de conférence USA, puisque Western Kentucky est 38e en termes de RPI au niveau de la nation. Donc ils sont dans la discussion pour un at-large. Il va falloir rester sérieux jusqu'à la fin, mais s'ils finissent positivement la saison régulière, sachant que DBU aussi a toutes les clés en main pour finir positivement la saison régulière, et si ces deux équipes-là ne sont pas celles qui remportent le tournoi de conférence USA, on pourrait avoir 3 équipes de conférence USA dans ce tournoi à 64 équipes nationales. Northeastern devrait y être. Northeastern, je pense que ça y est, ils sont 24e en termes de RPI. Ils ont certainement remporté, j'ai pas vérifié, mais ils ont dû remporter la CAA. Je sais qu'en Southland, justement, UTRGV, 36e de la nation en termes de RPI, est bien placé pour avoir un bid même at large. Ce qui va, pourquoi pas, ouvrir la porte à quelqu'un d'autre. ETSU, ça devient un peu plus compliqué en termes d'at large, ils sont à la limite de la limite parce qu'ils sont 48e en termes de RPI. Southeastern Louisiana, 50e, je pense que c'est mort en termes de bid at large dans la Southland. Lamar, 53e, c'est mort également, ça a coupé les aléas du direct. Lamar également, c'est mort, et donc tout ce qui suit, tout ce qui est bon en termes de conférences chez eux, je pense à Stetson, je pense à Mercer, je pense à Charlotte, McNeese, etc. En termes d'at large, c'est mort. Maintenant, on peut avoir certaines conférences qui pourraient avoir 2 équipes si jamais les équipes que j'ai citées précédemment s'en sortent bien en termes d'at large et ne sont pas championnes de leurs conférences respectives. Mais voilà, je pense que ça clôture un peu ce podcast. Vous avez une sorte de visuel sur les choses à attendre sur ce dernier week-end de compétition de saison régulière. On aura le temps de reparler un peu de ce qui se prépare avec les tournois de conférence, avec le comité de sélection qui va arriver le dimanche dans un peu moins de 2 semaines maintenant, enfin 2 semaines à peu près je pense. Et puis voilà, j'ai envie de dire. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire des retours, je suis très friand de vos retours, je vous remercie encore une fois du suivi, de l'écoute et compagnie, ça fait vraiment chaud au cœur. Et sur tous ces bons mots, je vous dis tout simplement à très bientôt. Allez, ciao.